Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci de nous accueillir chez vous. Tout de suite, le sommaire. Grande commission mixte Sénégal-Côte d'Ivoire. Les deux pays ont signé ce matin plusieurs accords de coopération, entre autres secteurs concernés l'agriculture, l'éducation, le tourisme et la culture. Notre rubrique économie ce jeudi d'Araba s'intéresse à la problématique de la monnaie dans l'économie d'un pays. Plus de détails dans un instant. Du dernier jet de notre série de reportages sur Rufisque, nous nous arrêtons encore ce soir sur le patrimoine architectural. Et pour relever le défi de la préservation, l'école d'architecture de Dakar prend les devants. 9e session de la grande commission mixte de coopération sénégalo-ivoirienne. Le Sénégal et la Côte d'Ivoire ont signé plusieurs accords de coopération. Les deux ministres des Affaires étrangères ont ouvert des perspectives d'échange dans plusieurs secteurs importants comme l'éducation, le tourisme, l'agriculture, la culture, entre autres. D'autres projets de partenariat sont en cours à Ouaniaï. Ivoiro-sénégalaise offre de belles perspectives d'échange. La commune volonté politique des deux gouvernements est de renforcer les relations de coopération. Pendant 2 jours, les experts des deux parties ont évalué l'état de la coopération depuis la dernière session qui s'est tenue en 1997. 16 accords ont été signés. Le sport, l'éducation, la jeunesse, la culture, l'environnement, l'agriculture, la santé, entre autres. Je voudrais saluer les experts sénégalais et ivoiriens qui, depuis de longues semaines, ont travaillé d'arrache-pied pour arriver à ce résultat escompté que nous estimons brillant. 17 années d'hibernation et aujourd'hui, le réveil est positif. Alors encore félicitations. La Côte d'Ivoire et le Sénégal sont unis par une communauté de destin. La commission mixte est bien entendu la matérialisation de notre volonté affichée depuis déjà plusieurs années d'évoluer ensemble. Cette 9e commission mixte qui s'est tenue à Dakar a permis de définir d'autres chantiers pour le renforcement de la coopération économique. Les travaux de ces 2 jours, Monsieur le ministre d'État, j'en suis convaincu, ont donné l'occasion à nos experts d'examiner en profondeur le cadre juridique existant et de proposer des révisions dans les domaines qui l'exigent. Et je voudrais me féliciter de tous les accords qui ont été conclus et signés à l'issue des travaux de cette 9e session de la commission mixte instituée par un protocole, je pense que c'est important de le rappeler, qui date de 1971. Les deux parties ont décidé d'organiser un forum de coopération économique pour rapprocher les secteurs privés du Sénégal et de la Côte d'Ivoire. De nouvelles stratégies seront mises en place prochainement pour renforcer l'axe Dakar-Abidjan. Le Sénégal va bientôt disposer d'un code des marchés publics en version Wolof. Le document provisoire a fait aujourd'hui l'objet d'un atelier de partage. Cette initiative de l'ARMP, Autorité de régulation des marchés publics, vise une meilleure appropriation des textes et grands principes du Code des marchés publics pour les acteurs économiques dont la majorité ne maîtrise pas la langue française. Fatou Diouf. Un code des marchés publics en version Wolof, les acteurs économiques qui ne maîtrisent pas le français sont désormais servis dans leur langue maternelle, les textes qui régissent leurs activités. Cela va aussi aider à lutter contre la corruption, à renforcer la transparence et la compétitivité lors des passations de marché.
il était important, compte tenu donc de l'importance de cette catégorie qui était l'objet d'isolement, de procéder à la traduction du Code des marchés publics de manière à pouvoir assurer la formation et la sensibilisation dans une langue que connaissaient ces acteurs. Et c'est ainsi que nous avons approché l'Union européenne qui, de manière très généreuse, a accepté de financer la traduction et la publication du Code des marchés publics en Wolof. Consciente de l'importance des langues nationales, outils de transparence et d'intégration, l'Union européenne ne pouvait que soutenir ce projet. Pour plus d'efficacité, Dominique Delicourt recommande l'élaboration de dépliants contenant les grands principes du Code des marchés publics pour les populations. La traduction du Code des marchés publics en Wolof illustre la volonté des autorités sénégalaises de se rapprocher toujours plus des populations, des petites entreprises, en n'excluant personne de la bonne marche de la société. La version provisoire va être améliorée à travers cet atelier de partage. Ainsi, le document final va être soumis aux autorités étatiques pour son adoption. La gestion axée sur les résultats, telle est l'orientation du tout nouveau contrat de performance signé entre le gouvernement et l'ITEA, Institut de technologie alimentaire, d'un montant de 6 milliards de francs CFA. L'Institut pourra ainsi renforcer son plateau technique de recherche et son personnel. Ce contrat de performance a été signé en présence du ministre de l'Industrie et de notre reporter, Ourey Cham. La signature de ce contrat de performance symbolise un jour nouveau pour l'ITEA et une démarche nouvelle pour le gouvernement. Maintenant, c'est l'ère de la gestion axée sur les résultats et l'ITEA va bénéficier d'un financement de 6 milliards de francs CFA afin de mener à bien ses missions. Le diagnostic qui a été fait a révélé que si on donnait plus de moyens à l'ITEA, il peut faire plus que ce qu'il a fait à date. Nous devons rester centre d'excellence. Nous devons aussi aller sur les aspects sécurité sanitaire des aliments. Ne doute pas, après avoir fait le tour des installations et laboratoires de l'ITEA, discuter avec les chercheurs, visiter vos ateliers et les expositions, que vous saurez relever les défis. En moi et au ministère de l'Industrie et des Mines, vous trouverez les partenaires appropriés pour la vulgarisation des produits que vous avez développés, pour encourager la consommation des produits locaux en les labellisant avec une valeur ajoutée certaine. L'ITEA est en train de s'investir dans la recherche et les transformations agroalimentaires. Avec ce contrat de performance, cet institut aura les moyens de sa politique, mais l'État veille au grain pour une meilleure application de ce contrat de performance qui sera régulièrement évalué. À travers le contrat de performance, l'État s'engage à accompagner l'ITEA avec en contrepartie des résultats qui sont attendus du point de vue de la, comme son nom l'indique d'ailleurs, de la performance. Et ce qui est important aujourd'hui, c'est que l'ITEA doit s'attendre aussi à ce que ce contrat de performance soit régulièrement audité. Un changement de paradigme qui va s'adosser sur aujourd'hui la gestion axée sur les résultats. Ça, c'est extrêmement important. Nous attendons beaucoup de l'ITEA et nous allons les accompagner. C'est l'État qui s'est engagé à travers le ministère de l'économie et des finances à mettre des moyens à la disposition de l'ITEA, mais en retour à attendre également au bout de certains délais des résultats palpables. Ils ont eu à faire beaucoup de choses, mais je pense qu'avec ces moyens, les résultats seront beaucoup plus visibles. Une bouffée d'oxygène pour l'Institut de recherche qui est en train d'abattre un travail de titan afin de valoriser nos produits locaux. Avec cette nouvelle enveloppe financière de 6 milliards, l'ITEA pourra booster davantage ses résultats déjà très respectables enregistrés au Sénégal.
Développement du commerce extérieur en Afrique de l'Ouest, les représentants des organismes de promotion du commerce du Mali, du Bénin et du Burkina Faso sont à Dakar. Ils veulent s'inspirer du modèle sénégalais en matière d'information économique et commerciale. L'expertise est fournie par le Centre pour la promotion des exportations des Pays-Bas, Fantabachi. Les exportations jouent un grand rôle dans l'économie de tout pays. Au Sénégal, la CPEX est chargée de promouvoir la vente des produits sénégalais à l'étranger. Pour le développement du secteur, une collaboration avec le corps diplomatique est indispensable, si du moins l'avis de l'agence qui travaille étroitement avec les Pays-Bas. Depuis 2007, le Royaume accompagne la CPEX dans ses activités commerciales. Les exportations sont quand même le moteur de la croissance économique, comme a été très bien décrit aussi dans le plan Sénégal émergent du président Macky Sall, et encore plus, et ça c'est un peu le but aussi d'aujourd'hui, pour pouvoir justement échanger les meilleures pratiques ensemble pour pouvoir doper les exportations de ces pays vers l'Europe. Cette collaboration se traduit par un appui constant du Centre pour la promotion des exportations des Pays-Bas. Le CBI, qui a une grande maîtrise du marché européen, fournit à la CPEX l'expertise nécessaire pour booster sa politique du commerce extérieur. Les marchés de l'Union européenne, même si on parle d'un seul marché commun, ce sont toujours des différents pays avec leurs différentes exigences, des différentes traditions, cultures, tout ça. Et je pense que là, nous avons vraiment l'information qui peut être utilisée par la CPEX pour informer le secteur privé ici. Parce qu'en effet, c'est le secteur privé et les entreprises qui réalisent l'exportation. À ce titre, de nombreux programmes sont exécutés avec le CBI, ce qui a permis à la CPEX de renforcer ses compétences techniques et commerciales. Aujourd'hui, l'agence peut se vanter d'avoir permis un meilleur positionnement des produits sénégalais sur le marché extérieur. Il y aura une augmentation très importante des importations dans ce domaine précis, fruits et légumes, mais également des produits agricoles tels que l'oignon, la tomate, etc. Les homologues de la CPEX du Mali, du Bénin et du Burkina Faso sont d'ailleurs à Dakar pour s'inspirer du modèle sénégalais en matière d'information économique et commerciale. Le ministre de l'Élevage et des Productions animales a présenté le programme national d'autosuffisance en moutons aux acteurs de l'élevage. C'était lors d'un atelier national sur le bilan de l'opération Tabaski 2013 et préparation de la Tabaski 2014. L'objectif de ce programme est d'approvisionner correctement le marché national en moutons et à des prix accessibles. Salut sec. Le Sénégal dépend fortement des pays limitrophes pour approvisionner le marché national en moutons de Tabaski. Pour la dernière célébration, notre pays a recouru aux importations pour couvrir une large part des besoins. Pour la Tabaski précédente, les importations de moutons étaient à plus de 367 000 moutons, soit plus de 50% des besoins du marché. À cette forte dépendance vient s'ajouter la hantise vécue par les populations à chaque veille de Tabaski est liée à la possibilité, oui ou non, de combler ce gap à partir de l'extérieur. Selon Aminata Ndiaye, cette situation ne peut pas perdurer. Ainsi, un programme national d'autosuffisance en moutons est lancé. Il entre dans le cadre de la mise en œuvre du plan national de développement de l'élevage. Ce programme s'appuie sur le partenariat public-privé. Ce programme d'envergure nationale s'articule autour des axes stratégiques ci-dessous. L'augmentation de la productivité numérique et pondérale des moutons. Le renforcement des capacités des acteurs de la filière ovine. L'amélioration de l'accès au marché. Cet atelier national sur le bilan de l'opération Tabaski 2013 a regroupé les organisations d'éleveurs, des transporteurs, les services financiers et autres. Il a été mis à profit pour définir un plan d'action pour préparer Tabaski 2014. Une gouvernance foncière responsable et durable pour une sécurité alimentaire nationale. La réflexion est au centre d'un atelier national de partage
depuis hier à Dakar. À ce propos, des directives volontaires sont mises en place pour y arriver. Maître d'œuvre, la FAO et le ministère de l'Agriculture et de l'Équipement rural, Panambo. L'accès à la sécurité alimentaire et nutritionnelle reste forcément lié à une agriculture moderne et compétitive qui, à son tour, ne peut se réaliser que par une bonne gestion des terres, voire une gouvernance foncière responsable. C'est pourquoi Son Excellence, Monsieur le Président de la République, M. Macky Sall, a institué une commission chargée de faire des propositions concrètes et pragmatiques en vue d'un traitement approprié de cette problématique essentielle. Ceci tient essentiellement au fait que la gestion de la terre est et demeure une préoccupation dans le cadre de la construction d'une agriculture forte. Et ces directives volontaires représentant un accord international permettent de replacer les questions de sécurité de l'accès aux terres dans le contexte de sécurité alimentaire nationale. Au Sénégal, de nombreuses réflexions de fond ont été conduites sur la gouvernance foncière avec le processus multi-acteurs du cadre de l'analyse de la gouvernance foncière. Ces réflexions inclusives, ainsi que les résultats de l'atelier de partage des directives volontaires, seront un levier important d'accompagnement de la mise en œuvre du programme d'accélération de la cadence de l'agriculture sénégalaise, le PRACAS. La gouvernance responsable du régime foncier est un élément clé sur la voie de l'éradication de la faim et de la pauvreté. Mais le contexte est difficile. Croissance démographique, demande croissante au niveau mondial de l'énergie et des denrées alimentaires, mutation des secteurs agricoles, forestiers et de pêche, tous ces facteurs ont des urgences d'élaboration d'un document politique fort à même de proposer des directives pour une gestion durable des ressources. Autre entité qui accorde un intérêt particulier à ces directives, les organisations paysannes. À cet effet, il lancera dans les prochains jours l'Observatoire national de la gouvernance foncière qui mobilisera tous les acteurs publics et privés concernés et accordera une grande importance à l'application des directives volontaires. À cet atelier, il a été aussi question de la promotion des exploitations familiales qui, selon le ministre Dr Papa Abdoulaye Seck, joue avec l'agrobusiness un rôle important et stratégique dans l'atteinte d'une autosuffisance alimentaire. Panambo, signature de protocole d'accord à Guédiawaye entre la délégation générale à la protection sociale et la solidarité nationale et l'ONG Helen Keller International. Objectif visé par le projet, permettre aux bénéficiaires de bourses de sécurité familiale résidant à Guédiawaye d'assurer leur sécurité alimentaire. Aïda Mamadou Diop. Cette signature entre la délégation générale à la protection sociale et l'ONG Helen Keller International marque le démarrage de la mise en œuvre du projet d'appui aux couches les plus vulnérables des communes de Wakhinane, Nimzat et de Medina Gounass. Il s'agit pour ce projet de doter aux familles bénéficiaires du programme de bourse de sécurité familiale des moyens de mener des activités de micro-jardinage et d'aviculture locale, une façon de leur permettre d'assurer leur sécurité alimentaire. Ce don sera d'une grande utilité. On pourra assurer notre sécurité alimentaire. Je suis heureuse d'avoir reçu ce don. Ce qui est sûr, c'est qu'on sera plus indépendante. À travers cette collaboration avec Helen Keller International, la délégation générale à la protection sociale décline ainsi la démarche du gouvernement dans la lutte contre la pauvreté. À terme, ce projet va accompagner 1800 ménages. Nous avons engagé une dynamique de partenariat avec tous les acteurs du développement pour mieux coordonner les actions
en faveur des populations vulnérables, cela constitue une approche efficace pour contribuer à l'édification d'une société plus juste et plus équitable. La vision du président de la République à travers ce programme est de tendre vers une société sénégalaise où les inégalités sociales n'existeront plus. L'ONG Hélène Keller, présente au Sénégal depuis 2005, a déjà mis en œuvre plusieurs projets axés sur la santé maternelle et infantile. Elle lutte également pour la sécurité alimentaire. Chaque ménage recevra des tables de micro-jardin, un poulailler équipé et un paquet d'actions et de conseils en nutrition, en santé et en hygiène, dans le cadre d'une approche pour le changement de comportement. Ce projet va donc contribuer à l'amélioration des conditions de vie des familles démunies dans le département de Guédiawaye. Le lancement du projet a été marqué par une représentation théâtrale, une activité de communication qui a permis de sensibiliser les populations sur l'importance d'un tel projet. L'emploi des jeunes, une priorité au Sénégal, c'est le thème du Forum national sur l'emploi organisé par le ministère de la Jeunesse. Cette rencontre de 2 jours permettra aux participants de partager et de proposer des solutions concrètes pour résoudre cette problématique. Kaltoum Gueye. La question de l'emploi, celui des jeunes en particulier, demeure une des préoccupations du gouvernement sénégalais. Il en a même fait une priorité. Plusieurs initiatives ont ainsi été prises pour réduire le chômage et le sous-emploi. C'est un problème douloureux d'avoir des jeunes qui ont, dans une grande partie, fait des formations souvent très lourdes et très payantes, qui ont nécessité le sacrifice de beaucoup de familles, et que ces jeunes se trouvent au chômage. C'est déjà un problème humain au-delà des chiffres. La deuxième raison pour laquelle c'est un problème important, c'est une priorité nationale, parce que l'avenir du Sénégal de demain se fera sur la base de nouvelles compétences, de ressources humaines de qualité, et ces ressources humaines, on peut les avoir qu'au niveau de la jeunesse. Le dernier élément de la priorité, c'est que quand même, quand vous avez plus de la moitié de la jeunesse qui chôme et qui voit son avenir assombri au Sénégal comme ailleurs, ça devient un problème critique. C'est pour ça que certains n'hésitent pas à franchir le pas et à dire que le chômage des jeunes constitue une bombe sociale. Cette bombe doit être désamorcée à temps. Des projets sont en cours et ils devraient contribuer à régler cette question. Il s'agit notamment du programme d'appui à la promotion des jeunes et des femmes, qui est un projet extrêmement important pour le gouvernement du Sénégal, car visant le secteur agricole qui aujourd'hui est constitué, peut être considéré comme un secteur de création massive d'emplois. Et c'est un projet qui, à terme, qui a démarré dans sa phase installation et à terme devra pourvoir 15 000 emplois. Mais à côté, il y a également les domaines agricoles communautaires, qui sont des projets innovants, structurants, et le dit projet va générer pas moins de 300 000 emplois dans les 5 ans à venir. De nouvelles pistes de solutions durables sont attendues de ce forum. Pour rappel, toutes les régions ont déjà donné leurs conclusions. Ces 2 jours permettront donc de faire une restitution des propositions. Voilà, le Conseil des ministres s'est réuni ce jeudi au Palais de la République. Nous y reviendrons dans un instant avec Alassane Sissé. 228 agents de sécurité de proximité ont été mis à la disposition de la police nationale. Ils viennent en renfort à la police et à la gendarmerie. Occasion saisie pour revenir sur le rôle de ce personnel. Amsatou Sey. Au garde à vous et prêts à accomplir leur mission. Ces 228 agents ont été formés pendant 1 mois par l'agence de sécurité de proximité. Leur mission est définie
comme suit. On voulait un renfort à la police nationale pour les aider dans le cadre de la prévention, dans le cadre de l'assistance, mais également dans le cadre du soutien. On en a besoin. Ils vont également nous permettre de récupérer certains de nos éléments qui sont dans certains domiciles pour la garde statique, ce qui va nous permettre, nous, d'avoir beaucoup plus d'éléments d'effectifs opérationnels afin de faire face à nos missions régaliennes. Une deuxième formation, celle-ci de 15 jours, sera dispensée à ces agents. Mais cette fois-ci, elle va leur permettre de mieux faire connaissance avec leur nouveau cadre de travail. La formation va porter essentiellement sur la gestion des files d'attente, mais également sur l'organisation et le fonctionnement de la direction générale de la police nationale. Parce qu'étant donné qu'ils viennent travailler avec nous, il faudra qu'ils comprennent leur cadre d'emploi. Comment est-ce que nous sommes organisés et comment est-ce que nous fonctionnons. Nous allons là également le dire, ce qu'il ne faut pas faire sur le plan de l'attitude, sur le plan du comportement. Parce que nous sommes astreints à des règles de discipline. Créée le 5 août 2013, l'agence de sécurité de proximité, au-delà de son rôle d'appoint, se donne d'autres missions. L'agence aussi est chargée de mener la réflexion, n'est-ce pas, sur la gouvernance sécurité de proximité, sur la sécurité de proximité, sur tout autre domaine, n'est-ce pas, pouvant intéresser la sécurité de proximité et la prévention de la délinquance. Au total, 2000 jeunes seront formés puis mis à la disposition de la police. Ces agents vont être déployés sur toute l'étendue du territoire sénégalais. Je le disais à l'instant, le Conseil des ministres s'est réuni ce jeudi 13 mars au Palais de la République. Lecture du communiqué avec Alassane Sissé. Le Conseil des ministres s'est réuni le jeudi 13 mars 2014 au Palais de la République sous la présence du chef d'État, son Excellence M. Macky Sall. À l'entame de sa communication au Conseil, le chef d'État a souhaité la bienvenue au nouveau ministre auprès du président de la République en charge du suivi de l'exécution du plan Sénégal émergent, c'est M. Mohamed Boun Abdallah Dionne, jusque-là en poste à l'Organisation des Nations Unies pour le développement industriel ONUDI, qui va en effet coordonner le bureau opérationnel de suivi du plan Sénégal émergent BOSS. Le chef de l'État a adressé ses meilleurs vœux à la communauté chrétienne à l'occasion du démarrage du carême, importante période de dévotion, de fraternité, de solidarité, de prière pour la paix, la stabilité et la prospérité de la nation. Revenant sur la célébration de la Journée internationale de la femme, le 8 mars, le président de la République a rendu un hommage spécial aux femmes du monde et en particulier aux femmes sénégalaises pour leur dignité, leur patriotisme, leur engagement et leur mobilisation exemplaire pour le bien-être des familles et le développement économique et social du pays. Il a réitéré sa détermination à n'aménager aucun effort pour consolider le rôle primordial, la place centrale des femmes dans le plan Sénégal émergent et la conduite des politiques publiques en général. Abordons le deuxième volet de sa communication consacrée au dispositif de lutte contre les inondations. Le chef de l'État a relevé la nécessité de recadrer et d'intensifier la mise en œuvre du programme en cours, programme décennal de lutte contre les inondations. À cet effet, il a rappelé les différentes étapes du déploiement du programme avant d'engager le gouvernement au respect scrupuleux des engagements souscrits dans ce cadre. Le président de la République a invité le Premier ministre à lui présenter dans les meilleurs délais le rapport bilan de la phase d'urgence du PDLI. Il a aussi demandé l'évaluation exhaustive de tous les travaux réalisés et des actions exécutées. Le chef d'État est également revenu sur la priorité spéciale qu'il a toujours accordée à la prise en charge immédiate des zones vulnérables de la banlieue les plus touchées par les inondations, notamment Médina Gounass, Djiddah Thiaroye Kao, Timbar, Wakina Nimzat dans le cadre du programme 2014. Au titre de son agenda, le président de la République a entretenu le conseil de la récente visite d'État qu'il a effectuée au Cabo-Verde du 5 au 7 mars 2014 sur l'invitation du président Jorge Carlos d'Almeida Fonseca. Il a souligné tout l'intérêt de sa visite qui a permis de redynamiser la coopération économique et commerciale entre le Sénégal et le Cabo-Verde,
notamment dans les secteurs de l'agriculture, de la pêche, de l'élevage, de l'habitat. Le séjour a été aussi l'occasion d'entreprendre une meilleure facilitation des échanges d'expériences et de bonnes pratiques en matière de promotion touristique, de bonne gouvernance ainsi que dans les domaines des énergies renouvelables. Le Premier ministre a fait au Conseil une communication rendant compte des activités gouvernementales en mettant l'accent entre autres sur la réunion interministérielle sur la carte d'égalité des chances, le suivi de la campagne agricole, la réunion interministérielle sur le secteur de l'énergie, la réunion sur la problématique de l'absorption des ressources, la réunion sur la sécurité des populations. Concernant le dernier point, le Premier ministre a rassuré quant aux mesures arrêtées pour faire face aux défis sécuritaires liés aux événements observés ces derniers temps à Tambacounda. Le Premier ministre a indiqué que les enquêtes étaient intensément menées pour mettre la main sur les responsables et faire toute la lumière sur ces malheureux événements. Le ministre des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur a fait le point au Conseil de la situation régionale et internationale avec un rappel des positions de principe du Sénégal sur certaines situations de crise en Afrique et dans le monde. Le ministre a rendu compte des conclusions et recommandations de la 9e session de la Grande Commission mixte de coopération entre la Côte d'Ivoire et le Sénégal, tenue du 10 au 12 mars 2014 avec la signature de ces accords de coopération. Il est revenu sur la visite d'État du président de la République au Cabo-Verde en révélant les décisions des deux chefs d'État de mettre en place un comité paritaire pour la création d'une ligne maritime directe entre les deux pays, un comité mixte sur les affaires consulaires, outre la tenue courant 2014 de la session de la Grande Commission mixte. Le ministre de l'Agriculture et de l'Équipement rural a rendu compte au Conseil du déroulement de la campagne agricole. Il a indiqué qu'à la date du 10 mars 2014, la quantité totale de graines collectées sur l'ensemble du territoire était évaluée à 262 896,39 tonnes pour l'arachide d'huile de riz et les semences écrémées et 35 077,30 tonnes pour les semences certifiées. Concernant le coton, le ministre a donné le chiffre de 28 555,958 tonnes collectées, soit 89,5% des prévisions. Le ministre de la Culture a entretenu le conseil de sa visite sur le site du Centre de conférence internationale de conférence de Diamniadio pour s'assurer du bon déroulement des travaux. Il a noté au passage une situation d'avance sur le calendrier prévisionnel de 3 semaines. Le ministre a fait une communication au Conseil relative à l'importance des œuvres d'art pour illustrer le standing du centre. Il a révélé qu'à cette fin, la contribution de certains artistes nationaux de renommée mondiale comme Ousmane Sow était requise. Ce dernier, réagissant favorablement, a décidé de fournir des œuvres majeures pour la décoration de l'édifice en construction. Le ministre a souligné que les lauréats des grands prix du chef de l'État, comme les jeunes artistes, seront aussi sollicités pour le même but. Le ministre de la Promotion des investissements et des partenariats a rendu compte au Conseil du déroulement des travaux de la commission mise en place pour le renforcement de l'attractivité de l'environnement des affaires. Il a énuméré 7 réformes majeures envisagées dans l'immédiat, dont 4 quasiment arrivées à terme, 2 autres en voie d'achèvement à 90% et une dernière en état de projet. Le ministre de la Fonction publique, du Travail, du Dialogue social et des organisations professionnelles a entretenu le Conseil de la situation du dialogue social et de la négociation collective ainsi que de la préparation de la conférence sociale. Le président de la République s'est félicité des accords signés avec les syndicats d'enseignants avec le syndicat unique de la santé et de l'action sociale, SUTSAS, accord qui crée les conditions de pacification dans ce secteur. Il a demandé au gouvernement de continuer à améliorer le dialogue avec les partenaires sociaux. Le ministre chargé du suivi de l'exécution du plan Sénégal émergent a pris la parole pour remercier le
chef de l'État ait exprimé son engagement à servir et à exécuter sa mission sous sa direction. Le ministre a en outre indiqué avoir pris toute la mesure de l'importance de la mission qui lui a été confiée par le président de la République. Au titre des textes législatifs et réglementaires, le Conseil a adopté le projet de loi règlement pour l'année 2012, le projet de loi portant fixation du capital social minimum de la société à responsabilité limitée SARL, le projet de décret relatif au fonds d'appui au développement du secteur rural FADSR. Au titre des mesures individuelles, le président de la République a pris les décisions suivantes. M. Eliman Ba, administrateur civil, précédemment adjoint au gouverneur de la région de Louga, chargé des affaires administratives et nommé préfet du département de Gossas, en remplacement de M. Adama Bayra Ndiaye, appelé à d'autres fonctions. Mme Khadi Ndao Diagne, administrateur civil principal, est nommé directeur du budget à la direction générale des finances. M. Elhaj Mamadou Diao, inspecteur principal des impôts et des domaines, est nommé directeur des services régionaux à la direction générale des impôts et des domaines. M. Ibrahim Gueye, inspecteur principal des impôts et des domaines, est nommé directeur de l'administration et du personnel de la direction générale des impôts et des domaines en remplacement de M. Mamadou Meng, admis à faire valoir ses droits à une pension de retraite. M. Dogo Sek, docteur en sciences agronomiques, administrateur du centre de recherche en écotoxicologie et sécurité environnementale, est nommé secrétaire général du ministère de l'Agriculture et de l'Équipement rural en remplacement de M. Mam Ndiobodien, appelé à d'autres fonctions. M. Émile Victor Colli, docteur en sciences agronomiques, directeur de recherche, est nommé directeur de la protection des végétaux en remplacement de M. Margoulot, appelé à d'autres fonctions. M. Oumar Sané, ingénieur agronome, est nommé directeur de l'agriculture en remplacement de M. Mamadou Diallo, appelé à d'autres fonctions. M. Modou Barengay, administrateur civil, est nommé inspecteur des affaires administratives et financières au ministère du Plan. M. Ababakar Gueye, professeur de droit, est nommé secrétaire général du ministère de la Communication et de l'économie numérique. M. Malik Ndiaye, ingénieur et informaticien, est nommé directeur général de l'économie numérique au ministère de la Communication et de l'économie numérique. Le communiqué du Conseil des ministres qui s'est réuni ce jeudi 13 mars 2014, communiqué lu par Alassane Sucé. La suite de l'actualité, le gouvernement s'est engagé dans un processus d'amélioration et de réglementation des DARA. C'est ce qu'a annoncé ce matin le ministre de la Justice. Il s'agit de combattre la mendicité des enfants de la rue. L'atelier de partage de l'étude sur la cartographie des DARA de la région de Dakar, tenu à ce propos, constitue un outil important pour renforcer la lutte contre la traite des personnes. Louise Bitza. Dans la capitale dakaroise, ils sont visibles à tous les coins de rue, marchés, stations d'essence, devantures des restaurants, pieds nus. Les talibés font partie du décor. Ils mendient dans la rue au moins 10 heures par jour pour leur pitance et pour les besoins du maître coranique. Face à cette situation, la cellule nationale de lutte contre la traite des personnes a mené une étude cartographique des DARA de la région de Dakar. Il ressort de ce travail qu'il a été recensé dans la région de Dakar 1006 DARA qui prennent en charge 54 600 apprenants, parmi lesquels 30 000 ça donne à la mendicité pendant 1 à 5 heures par jour. Le gouvernement avait besoin de données statistiques pour appréhender le phénomène dans sa globalité. Une situation de référence sur les questions des écoles coraniques est, selon le garde des Sceaux, la bienvenue. Le gouvernement s'est engagé dans un processus d'amélioration et de réglementation des DARA avec un projet de loi accompagné de 5 projets de décrets qui sont dans le circuit administratif de validation et d'adoption. Malgré la volonté politique
équivoques, le problème de la mendicité est toujours d'actualité. Les acteurs et partenaires de l'éducation estiment que les politiques plus hardies vers l'éradication de ce fléau s'imposent. Dans le même sens, le Conseil interministériel du 8 février 2013 dernier a élaboré un plan stratégique de gestion de la mendicité infantile avec la participation des différents acteurs impliqués dans la lutte pour la protection de l'enfance et un comité ad hoc de suivi et d'évaluation regroupant toutes les structures étatiques de protection a été mise en place. Le gouvernement est plus que jamais déterminé à mettre fin à ce problème. Cette cartographie des daara de la région de Dakar servira à faire le point sur les besoins des différentes écoles coraniques afin de proposer une stratégie d'intervention globale. Voilà cette audience du président de la République qui vient de nous parvenir. La Banque mondiale réaffirme son soutien au Sénégal. Elle sera davantage présente dans le volet investissement sur les infrastructures et programmes sociaux. L'institution financière opte pour un partenariat avec l'État du Sénégal dans le cadre de la réalisation des projets de développement. Annonce faite par le directeur général et chef des opérations financières de la Banque mondiale, Bertrand Badré, a été reçu en audience donc en début de soirée par le chef de l'État. Il répond ici aux questions de Pape Béram Biguendiaï. Je voulais d'abord féliciter pour le succès des rencontres du groupe consultatif à Paris et pour le succès du Forum des investisseurs. Ces deux événements très importants auxquels la Banque mondiale a été associée et nous nous partageons et nous nous réjouissons de ce succès. Évidemment, nous avons aussi discuté des perspectives couvrent ces deux succès, discuter aussi des ambitions que le président a pour le Sénégal, de la manière dont nous pouvons les accompagner. Le groupe Banque mondiale est lui-même en train de se réformer avec aussi de l'ambition et notre souhait dans le cadre de ces réformes, c'est d'être capable de mobiliser davantage de financement et davantage d'expertise au service de nos clients. Ce n'est pas une réforme qui est tournée vers nous-mêmes, c'est une réforme qui est tournée vers nos clients. Et ce qui est très important, c'est que quand on est en contact avec des clients, des partenaires comme le Sénégal qui ont des ambitions, de l'appétit, de l'envie, nos propres ambitions et les ambitions de ce partenaire se rencontrent. Et je pense qu'on peut faire des choses extrêmement intéressantes. Donc là aussi, les étapes à venir vont être passionnantes. Je me réjouis de les suivre de près avec les équipes. L'accompagnement de la Banque mondiale pour le Sénégal, c'est d'abord l'accompagnement de tout un groupe. La Banque mondiale, qui traditionnellement travaille avec les autorités publiques, avec les gouvernements, la Société financière internationale, qui, elle, interagit avec le secteur privé. Et dans un pays comme le Sénégal, c'est important d'avoir les deux bras, le bras public et le bras privé, d'avoir les deux bras qui travaillent ensemble. Et donc, nous sommes engagés avec le Sénégal depuis extrêmement longtemps, la SFI depuis près de 20 ans aussi. Et donc, non seulement c'est une force de frappe financière, nous avons indiqué dans le cadre du groupe consultatif une augmentation très conséquente des financements que nous avons consacrés au Sénégal, mais c'est aussi une mobilisation de toute l'expertise du groupe au service des différents projets, qu'il s'agisse de projets d'infrastructure, par exemple, des projets touchant aux domaines sociaux, à l'éducation, toute une série de sujets sur lesquels nous sommes très investis et qui sont une priorité pour le président de la République et le gouvernement. Donc là aussi, la conjonction de moyens renforcés et d'une vision, je crois, est très prometteuse. Donc mon voyage n'est pas terminé, je suis encore là quelques heures, en tout cas jusqu'à demain soir. Mais cette visite avec le président de la République qui a suivi des déplacements sur le terrain ce matin me laisse très optimiste pour la suite de nos relations. Il y a beaucoup à faire, vous le savez, mais je pense qu'on devrait être capable de le faire et de le faire ensemble. Dernier volet de notre série de reportages sur Rufisque, la préservation du patrimoine architectural est un réel défi pour la vieille ville et en l'absence de réglementation. Plusieurs bâtiments coloniaux sont en train de disparaître, mais heureusement, des initiatives s'organisent pour protéger
remédier ce patrimoine en péril grâce notamment à l'école d'architecture de Dakar au Mindour. À Rufisque, l'histoire est à chaque coin de rue. Gravée dans les pierres de ces maisons basses portugaises, à l'ombre du clocher de l'église Sainte-Agnès, dans ces hangars, sous les tuiles de la maison de l'écrivain Abdoulaye Sadji, ou encore sur cet axe, cœur de la vie industrielle et commerciale du Sénégal colonial. C'était une rue marchande pendant la colonisation. L'essentiel des maisons de commerce venant de la ville de Marseille, de Bordeaux et de Rouen aussi étaient installées tout le long de cette rue. Il y avait les Prom, CFAO Sénégal qui étaient installés là. Il y avait aussi les frères Promel qui étaient basés toujours à Rufisque. Abdoulaye Savaré du comité pour la sauvegarde de Rufisque, une structure qui se bat pour la préservation de ces bâtiments du 19e siècle. Car aujourd'hui, hélas, faute d'entretien, plusieurs d'entre eux sont en ruine ou ont cédé la place à des constructions qui font un peu tâche dans le vieux Rufisque. Qui est un hangar de grande valeur architecturale. Et tout de suite après, on a une autre construction moderne qui en fait remplace deux hangars et qui vient ruiner l'identité de la ville de Rufisque. Annie Jouga administre le collège d'architecture de Dakar. En 2010, l'établissement a mis en place le projet valorisation du patrimoine architectural et industriel de Rufisque. Après la phase de sensibilisation, elle et ses étudiants en sont aujourd'hui à l'étape d'inventaire des bâtiments qui ont un vrai intérêt architectural. Et ce n'est pas ce qui manque à Rufisque. C'est l'une des villes patrimoniales qui a la plus grande homogénéité. On trouve beaucoup plus d'architecture, d'homogénéité dans l'architecture qu'à Saint-Louis qui a été classé. Et donc je ne vois pas pourquoi la démarche ne se ferait pas aussi au niveau de Rufisque. Consciente des avantages qu'une telle démarche pourrait avoir pour Rufisque, la Chambre des métiers du département a rejoint le projet. Les ouvriers qui sont là doivent être formés en collaboration avec les gens du patrimoine, former des guides, former des artisans dans le côté de la restauration des bâtiments. Ça, ce serait un bon truc, mais il faudrait que les autorités aussi accompagnent et comprennent là où va Rufisque. À Rufisque toutefois, certains n'ont pas attendu les autorités pour agir. L'Arbé Niang a hérité de son grand-père cette bâtisse plus que centenaire. Aujourd'hui, il se bat avec les moyens du bord pour la restaurer et ce n'est pas chose aisée. C'est difficile en ce sens que le bois est devenu très cher et ensuite cette qualité de bois ne peut plus se retrouver ou bien va se retrouver difficilement dans le marché. Hein, c'est du bois qu'on appelle des madriers et qui sont très difficiles à avoir sur le marché et même si vous le trouvez sur le marché, ça va être du bois qui va coûter excessivement cher. Et étant donné que le ciment est plus abordable et plus accessible, on a voulu en fait refaire un peu la structure avec du ciment. Du ciment, erreur fatale que n'a pas manqué de relever l'œil avisé de l'architecte. Car faute de réglementation et d'accompagnement technique adéquat, certaines initiatives privées peuvent parfois tourner au désastre. C'est une maison qui a été réhabilitée récemment. Semble-t-il, à la place, il y avait pratiquement la même maison que l'Iden. Le propriétaire l'a fait en toute bonne foi, en disant je vais faire Rufisquois. C'est-à-dire qu'il a mis des pierres en bas, c'est-à-dire qu'il a mis des balcons, c'est-à-dire qu'il a mis une toiture en tuiles, mais ce n'est pas ça faire Rufisquois. Je veux dire, ça se conçoit. Et il ne l'a pas conçu, c'est une maison qui ressemble à toutes les maisons qu'on pourrait trouver à Dakar, à Pékin ou ailleurs. C'est ça tout le problème de faire des textes, de pouvoir déjà se rendre compte que Rufisque c'est un patrimoine, qu'il faut le protéger, qu'il faut le sauvegarder et qu'il faut que quelque part ça soit écrit. Malgré nos sollicitations, la mairie n'a pas souhaité se prononcer sur le sujet. Il n'y a toutefois pas que le béton des constructions modernes qui menacent le patrimoine architectural de Rufisque. La mer a déjà englouti des pans entiers de ce legs historique colonial d'Afrique de l'Ouest. Nous quittons la vieille ville pour aller à l'est du pays, Tambacounda, où un violent incendie a ravagé le
village de Kanidela. Pas de perte en vies humaines, mais d'importants dégâts matériels ont été notés. Donc, le feu aurait brûlé 70% du village. Abdoulaye Sinkare. Voilà ce qui reste de Kenidala. Presque rien. Sinon un vaste champ de ruines. Des habitations réduites en cendres, des vivres partis en fumée. Le bétail décimé. Journée noire à Tiatior. On considère que le village a brûlé à 70%. Les cases touchées sont estimées pour le moment à 106. Arrivé sur le lieu, on a circonscrit le feu à 2 voyages de suite. On s'est ravitaillé au forage du village, de Darussalam. Donc on a effectué 4 voyages. Mais au deuxième voyage, on a eu l'aide des volontaires de l'Océanium. Ils nous sont venus en aide. Et eux aussi, ils ont fait au moins 3 à 4 voyages. Les flammes ont été sans pitié, laissant derrière une population pitoyable. Tout ce qui reste, c'est la force de la solidarité. Le feu est parti d'une maison. Puisque les cas sont regroupés, ça s'est rapidement propagé avec le vent. Les villageois n'ont rien pu sauver. Kenidala, plus connu sous le nom de Tiatior, est un village situé à 9 km de Tambacounda, dans la communauté rurale de Netiboulou. Après cette journée amère, tout est à refaire. Le village de Kenidala dans le désarroi. Ce 13 mars est célébré la journée mondiale du rein au Sénégal. L'occasion a été saisie pour sensibiliser le grand public sur les maladies rénales. La mesure prise par l'État de rendre gratuite la dialyse a été bien appréciée par les concernés. Des séances de dépistage ont été organisées. Abdul Aziz Ban. La célébration de la journée mondiale du rein a permis de sensibiliser les populations sur l'importance de cet organe, mais également sur les comportements à adopter pour le protéger. Le message donc, les personnes âgées doivent s'hydrater, c'est-à-dire même sans avoir soif, on leur recommande de boire 1 litre d'eau, 1 demi-litre, 1 litre 500 à 2 litres d'eau par jour. C'est valable pour ceux qui ne sont pas âgés, mais c'est encore beaucoup plus valable pour les personnes âgées. Et donc, il faudra faire cette sensibilisation auprès des personnes âgées autour de nous pour qu'ils augmentent l'eau et sans avoir besoin de soif. Parce que malheureusement, quand on prend de l'âge, la sensation de soif diminue. Ce face-à-face avec la presse a servi de tribune aux hémodialysés et insuffisants rénaux. Ils se sont félicités des mesures qui restent beaucoup à faire. La situation devient de plus en plus normale par rapport à ce qui s'est passé après 2014. Parce que maintenant, la dialyse est devenue gratuite. Mais le problème reste encore entier dans la mesure où, en tant que dialyseurs, nous sommes obligés de faire des analyses mensuelles qui nous coûtent à peu près 80 000 francs chaque fin de mois. Et parce que nos médicaments également sont trop chers et on attend à ce qu'on les diminue en faveur encore des dialysés pour leur permettre de pouvoir vraiment être soulagés et également soulager leur famille. Au-delà de cette conférence de presse, des séances de dépistage ont été organisées. Ainsi, bon nombre de personnes ont été dépistées gratuitement. Le financement bancaire comme levier de croissance, c'est une possibilité à condition que la Banque centrale augmente sa part dans le financement des économies. La Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, dans ses choix de politique budgétaire, pour l'instant est à 22%, ce qui représente une faible part, d'où la difficulté de certains États membres de l'UEMOA. Vous l'avez compris, notre rubrique économie de ce jour s'intéresse à la problématique de la monnaie dans l'économie d'un pays. Dahaba. Pour simplifier les échanges entre agents économiques, détenteurs de biens et services et acquéreurs, il y a la monnaie.
La monnaie peut être définie comme un instrument d'échange grâce auquel l'achat immédiat de tout bien et services est possible sans coût de transaction ni coût de recherche. Mais on peut le définir aussi à travers ses fonctions. Okay? Parce que la monnaie a trois fonctions. La fonction d'un instrument d'échange, la monnaie est un instrument d'échange. Et elle est aussi un étalon de mesure, mais aussi une réserve de valeur. La masse monétaire est aussi à prendre en compte dans cette relation. Elle représente la quantité de monnaie en circulation dans une économie. La masse monétaire représente le pouvoir d'achat dont disposent les agents économiques à un moment donné. Il y a des économistes qui disent que l'accroissement de la masse monétaire pourrait être synonyme de croissance économique, puisqu'il permet l'augmentation du volume des échanges. Dans une économie, les politiques budgétaires sont du ressort des États, celles dites monétaires des banques centrales. Et dans la zone UEMOA, la Banque centrale des États d'Afrique de l'Ouest les définit avec un objectif bien précis, la stabilité des prix. La Banque centrale a également une marge de manœuvre à 4 niveaux. Si la Banque centrale trouve qu'il y a une inflation par la demande, il y a une augmentation des prix, la Banque centrale peut jouer sur la politique d'escompte, c'est-à-dire augmenter son taux directeur, l'argent qu'elle donne aux banques commerciales pour le refinancement. Si le taux directeur augmente, il y a une augmentation du taux de rescompte, c'est-à-dire que le taux d'intérêt des banques centrales. Et si le taux de rescompte est élevé, il y aura une baisse de la demande de crédit. La Banque centrale aussi peut utiliser ce qu'on appelle la politique d'open market. La politique d'open market consiste à acheter ou vendre des titres sur le marché. Si la Banque centrale constate qu'il y a beaucoup de liquidités sur le marché, elle peut émettre des titres pour acheter de l'argent afin de diminuer la quantité de l'argent disponible sur le marché. Cela aussi pour ne pas marcher. Et là, la Banque centrale a aussi une troisième politique qu'on appelle la politique des réserves obligatoires. C'est une politique qui consiste à augmenter le taux de réserve des banques commerciales. Il demande aux banques commerciales maintenant, les taux de réserve vont quitter de 9 à 15% par exemple. Cette politique aussi peut ne pas marcher. Il y a ce qu'on appelle la dernière politique, la politique d'encadrement du crédit, qui consiste à demander aux banques de prêter une somme administrée. Chaque banque va prêter une somme administrée. Dans son rôle de stabiliser les prix, la BCEAO participe faiblement au financement des économies de l'UEMOA. La Banque centrale ne finance qu'à hauteur de 22% l'économie de notre sous-région. Et ce n'est pas par faute de moyens financiers, mais simplement c'est des décisions parce qu'il y avait ce qu'on appelle le syndrome des années 80, le programme d'ajustement structurel avec la crise bancaire des années 80. Jusqu'à présent, on sent que les banques de notre zone sont plus ou moins réticentes à quelque part octroyer des crédits. Nous avons une banque qui a un total des actifs de 15 000 et quelques milliards, 15 500 milliards, mais les dépôts couvrent largement les crédits accordés. La bourse régionale des valeurs représente 11% du financement de l'économie, donc la Banque centrale n'insiste que sur la politique d'escompte. Autre obstacle des économies de l'UEMOA, l'appréciation du franc CFA arrimé à l'euro et la nature des économies extraverties qu'elles sont. À partir du moment où nous achetons beaucoup plus que nous vendons, une monnaie forte décourage l'investissement dans notre économie. Donc pour être compétitif, il faut faire comme la Chine, par exemple, avoir une monnaie faible. Sur le marché, les Chinois vendent avant les autres. La monnaie ne se limite donc pas au simple processus d'acquisition de biens et services, mais au-delà. La rubrique économie revient jeudi prochain. Le directeur général de la Banque mondiale, Bertrand
Badré en visite dans les locaux de Siagro à Dias, accompagné d'une forte délégation. Le chef de l'institution bancaire a visité les unités de production de l'usine et s'est entretenu avec les responsables. Hamidou Diop. La Banque mondiale dans les locaux de la Siagro Kirène à Dias. À côté du directeur général de la Banque mondiale, la directrice régionale de l'institution et Saran Kebet Koulibaly de l'International Finance Corporation. Un déplacement qui a permis à cette délégation de visiter les unités de production de jus, des eaux minérales et de lait. Nous sommes inscrits dans des objectifs de développement, cette fois-ci particulièrement de développement de filières, notamment la filière lait et la filière jus chez nous, la filière lait par le principe de collecte de lait et la filière jus par la remontée de filière, telle la filière mangue. Donc mangue sur le bassin de la Casamance et tout autour de chez nous, nous avons des bassins mangue. Récemment, la Banque mondiale a accordé un investissement de 4 milliards à Siagro Kirène, qui compte ainsi, avec le soutien de l'institution, valoriser le lait provenant des cheptels sénégalais. Un engagement dont se félicitent les visiteurs. Ici, nous avons une activité qui est exemplaire par rapport à nos objectifs. D'abord, on crée de l'emploi, et c'est quand même comme ça que la croissance est solide dans un pays, c'est en créant des emplois dans le secteur privé. C'est au cœur de notre métier, au cœur de notre mission de favoriser ça. Et puis, de manière importante, comme ça vient d'être rappelé, c'est aussi une activité qui s'insère dans un tissu économique. En plus du lait, Siagro compte valoriser les produits locaux du Sénégal, comme la mangue et le bissap. Nous en venons à l'actualité dans le monde. Le président Barack Obama affiche son soutien à l'Ukraine. En Turquie, les populations sont encore descendues dans la rue suite au décès de l'étudiant tué par la police. En Israël, on vient de voter une nouvelle loi obligeant les jeunes à faire le service militaire. Mais première destination, la Libye, où le nouveau Premier ministre a prêté serment ce jeudi. Le Premier ministre libyen Abdallah Al-Thani a prêté serment jeudi. Il a été nommé par le Parlement pour assurer l'intérim après la fuite en Europe de l'ancien Premier ministre Ali Zedane, poussé à la démission. Dès sa prise de fonction, l'ancien ministre de la Défense a lancé un ultimatum aux rebelles de l'Est du pays. Il leur a donné 2 semaines pour lever le blocage des sites pétroliers qu'ils occupent depuis plusieurs mois en Cyrénaïque. La production pétrolière du pays est en chute libre et pour la première fois, les liquidités commencent à manquer. Le président américain affiche son soutien à l'Ukraine. Barack Obama a reçu à la Maison-Blanche le Premier ministre Arseniy Yatsenyuk, l'occasion de lancer une mise en garde à la Russie à l'approche du référendum sur le rattachement de la Crimée. Le dirigeant ukrainien prononcera aujourd'hui un discours au Conseil de sécurité de l'ONU. Nuit de violence en Turquie. Un homme est mort et plusieurs personnes ont été blessées lors de heurts avec les forces de l'ordre. De nouveaux incidents qui risquent d'exacerber la colère. Des dizaines de milliers de manifestants avaient défilé plus tôt dans la journée pour dénoncer la mort d'un adolescent blessé en juin dernier par la police. En Israël, les étudiants des écoles talmudiques n'échapperont plus à l'armée. Le Parlement a voté une nouvelle loi controversée. Elle devrait contraindre les jeunes ultra-orthodoxes à faire leur service militaire. Début mars, plus de 300 000 personnes ont manifesté contre ce projet de réforme approuvé par le gouvernement Netanyahou. L'effondrement à New York de 2 immeubles résidentiels a fait au moins 6 morts et des dizaines de blessés. C'est une fuite de gaz qui a provoqué l'explosion. Le drame a eu lieu dans le quartier d'East Harlem, dans le nord de Manhattan. Plus de 250 pompiers sont mobilisés pour retrouver les personnes disparues. Retour à l'actualité nationale, la maison de production de films
diplôme et de formation en audiovisuel d'Arey Sembène a célébré le 50aire du premier film du cinéaste sénégalais Sembène Ousmane à Thiès. Un demi-siècle après, Borom Saret apparaît comme un cri de cœur, un court-métrage qui évoque les réalités socio-économiques d'aujourd'hui. Maïmouna Si. Borom Saret reste encore d'actualité un demi-siècle après sa sortie en salle. Le film, peinture de la vie quotidienne des quartiers défavorisés de Dakar, met en scène la journée d'un charretier transportant marchandises et clients, à l'image de cette marchande de poissons qui incarne la bravoure de la femme sénégalaise. Comme par coïncidence, c'est une femme qui rend hommage à l'homme à la pipe, un hommage symbolique pour le 50aire du premier film du pionnier du cinéma africain. Borom Saret est le premier film de pure fiction d'Afrique noire francophone. Alors pour quelqu'un qui a porté nos images au bout du monde, je pense que il faut toujours célébrer Borom Saret et Sembène Ousmane. C'est grâce à Sembène que nos images, celles du Sénégal, ont été portées à travers le monde. Borom Saret ou le charretier est aussi un court-métrage qui sonne encore aujourd'hui comme une alerte dans un contexte d'urbanisation galopante. Borom Saret, c'est qui? C'est un migrant. Borom Saret a fui la sécheresse, la disette, le dénuement dans les campagnes pour venir s'installer en ville et essayer de trouver sa pitance tant bien que mal. Vous avez vu, je l'ai dit dans mon exposé, la manière dont la caméra nous promène dans le domicile de Borom Saret, cette chambre qu'il a louée avec des rideaux complètement déchirés, sa femme qui s'active autour du fourneau, qui lui donne de la cola à défaut de donner de l'argent. Borom Saret, ce migrant, va connaître des mésaventures. Mais ce sont les mésaventures que connaissent la plupart des Sénégalais qui quittent le lieu traditionnel d'habitation pour aller chercher fortune ailleurs. La conséquence, c'est quoi? C'est l'hybridation des villes. La célébration des 50 ans de Borom Saret à travers cette table ronde a permis de reposer la lancinante question de la diffusion et de la promotion du cinéma sénégalais, accentuée par la fermeture des salles. Une occasion saisie aussi par les héritiers de Sembène pour rappeler aux autorités leur engagement allant dans le sens d'immortaliser Sembène Ousmane, considéré comme le pionnier du cinéma africain. Info football pour boucler, le Jaraaf obtient les 3 points de la victoire de son match contre le Casa Sport. La rencontre comptant pour la 7e journée de la Ligue avait été interrompue à la 70e minute alors que les Verts et Blancs de la Médina, menés par 2-0, la commission de discipline de la Ligue donne match gagné au Jaraaf et inflige une amende de 300 000 francs au Casa Sport. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Merci également de votre fidélité. Au revoir.